Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, une certaine idée de la Guinée, le titre de l'ouvrage que le professeur Alpha Condé offre au peuple de Guinée. Ce livre de 127 pages a été présenté ce soir à l'université de Conakry. Nous irons à l'ABA avec les échos de la journée porte ouverte sur les chimpanzés en voie de disparition. La vie et le comportement de ces primates ont été passés au crible par la Fondation pour les chimpanzés sauvages. Enfin, une mission du CDC Atlanta vient de séjourner à Conakry. Elle était venue s'enquérir du fonctionnement des services ayant bénéficié de son financement pendant et après la maladie à virus Ebola. Voilà pour le titre, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce décret de 2019-213 PRG-SGG portant nomination des hauts cadres au ministère du budget. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, les cadres dont le nom suivre sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Mamadou Bassila, fiscaliste, précédemment conseiller fiscal au ministère du budget. Conseiller fiscal, M. Joseph Kovana Kourouma, fiscaliste. Conseiller chargé de la réforme des finances publiques et des relations avec les partenaires techniques et financiers. M. Mamadou Malal Baldé, administrateur civil. Conseiller chargé de la qualité des dépenses, M. Ibrahim Assouri Damantan Kamara, juriste. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Gandobari, juriste. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Alpha Ali Kaba, économiste. Conseiller juridique. Conseillère juridique, Madame Mahawa Touré, juriste. Directeur national adjoint des impôts, M. Lansine Kakoro, fiscaliste à la Direction nationale des impôts. Attaché de cabinet, M. Ali Kiam, administrateur civil, article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 juillet 2019, professeur Alpha Condé. À présent, ces messages départ à Conakry à son honorable M. Mohamed et Nasser, président par intérim de la République tunisienne. Tunis. Honorable président, c'est avec une vive émotion, une profonde consternation que le peuple, le gouvernement guinéen et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de son Excellence M. Béjid Kaïd Essebsi, président de la République tunisienne. Décès survenu ce jour 25 juillet 2019 à l'âge de 92 ans. Avec sa disparition, le peuple tunisien perd un éminent homme d'État, grand bâtisseur et un vétéran de la politique tunisienne qui a su incarner les valeurs d'indépendance, de liberté et de progrès. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour adresser nos condoléances les plus émues au peuple frère et ami de la République tunisienne. Puisse Allah, le miséricordieux, accorder sa grâce à l'illustre disparu et l'accueillir dans son paradis éternel et que la terre tunisienne qui l'a tant servi lui soit légère. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, honorable président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 25 juillet 2019, professeur Alpha Condé. Message départ, Conakry, à son Excellence M. Jean-Claude Cassibro, président de la commission de la CEDEAO Abidjan. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et un profond regret que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle de la mort subite de son Excellence M. Marcel Alain de Souza, ancien président de la commission de la CEDEAO,
survenue le 17 juillet 2019. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour adresser nos sincères condoléances à l'ensemble du personnel de notre institution commune et à la famille éplorée. Homme exceptionnel qui s'est distingué par son volontarisme, son courage et son leadership, M. Marcel Alain de Souza était le symbole de la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour l'émergence d'une société mondiale pacifique et prospère. Le gouvernement guinéen nourrit l'espoir que son œuvre, sa vision et sa stratégie continueront d'inspirer les activités de l'institution. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 25 juillet 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Conakry, à son Excellence, Monsieur Georges Weah, président de la République du Libéria, Monrovia. Excellence, Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement mes très sincères félicitations à l'occasion de la célébration du 172e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de la République sœur du Libéria. Sous votre clairvoyance, direction, le peuple libérien retrouve le chemin de la croissance et continue d'enregistrer des immenses progrès tant dans le domaine économique, politique et socio-culturel. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous renouveler ma volonté d'agir à mes côtés pour le renforcement de la paix et de la stabilité durable dans notre sous-région. Je tiens en outre à vous rassurer de ma totale disponibilité et celle de mon gouvernement à œuvrer avec vous pour consolider davantage des excellentes relations d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération existant entre nos deux pays et nos deux peuples frères. En vous souhaitant mes vœux de santé et de succès, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, à l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 25 juillet 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité ce soir, la session ordinaire du Conseil des ministres est tenue ce matin sous la haute autorité du chef de l'État. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment les poursuites de la réforme du secteur de sécurité. Voilà un extrait du compte-rendu du Conseil fait par le ministre de la Communication, Amara Sompare. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a instruit le gouvernement de veiller à ce que tout projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres soit accompagné de l'ensemble de ces textes d'application, ceci afin d'éviter de différer la mise en application effective des réformes engagées par le gouvernement. Le chef de l'État a déploré le faible taux de recouvrement des impôts fonciers qui est sans commune mesure avec le niveau élevé des charges locatives dans la ville de Conakry. Il a à cet effet demandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer le processus de réforme engagé au niveau de la Direction nationale des impôts. Le président de la République, rappelant la nécessaire poursuite de la réforme du secteur de l'électricité, a invité le gouvernement à continuer le déploiement et l'installation des compteurs prépayés, en insistant plus particulièrement sur leur installation au sein de l'ensemble des départements ministériels ainsi qu'à la primature. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner, conformément à la loi, tous les cadres de l'administration qui se seraient rendus coupables de complicité dans le cadre d'une cession frauduleuse de biens appartenant au patrimoine foncier et immobilier de l'État. Le président de la République s'est réjoui de la reprise de la parution régulière du journal national Auréa et a invité l'ensemble des ministres et, au-delà, toutes les institutions publiques à publier prioritairement toutes leurs communications dans les colonnes du quotidien national. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 23 juillet 2019.
Le Conseil a donc entendu successivement le ministre de la Justice, qui a soumis pour examen le projet de loi portant sur le code des drogues en République de Guinée. Le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis pour examen le projet de loi portant sur le droit d'accès à l'information publique. Le ministre a indiqué que le présent projet de loi organique portant droit d'accès à l'information publique a pour objet de garantir le droit de tout citoyen à l'accès à l'information publique. Selon le ministre, la gouvernance administrative en Guinée a longtemps été caractérisée par de nombreuses insuffisances et tares qui compromettent l'efficacité de l'action publique, affectent la délivrance de services de qualité aux populations et constituent un obstacle à la réussite des politiques de développement initiées par le gouvernement. Le ministre a indiqué que la construction des établissements hôteliers a connu une période d'évolution boostée par des opérateurs guinéens et étrangers, dont l'installation dans la plupart des cas a été faite grâce à l'appui personnel du chef de l'État. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a fait lecture de la communication relative à la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Le ministre a expliqué au Conseil que le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a entrepris un vaste processus des États généraux des droits de l'homme afin d'aboutir à la formulation d'une lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme qui sera désormais un cadre global d'intervention en vue de fédérer tous les efforts consentis par le gouvernement. C'est ce projet de lettre que le ministre soumet pour approbation au Conseil. Le ministre chargé des investissements et des partenariats publics-privés a fait une communication relative à l'organisation d'une réunion intersession de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international du 25 au 26 septembre 2019 à Conakry. Le ministre a informé le Conseil que le groupe de travail numéro 3 de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international a désigné la Guinée pour abriter courant septembre 2019 la première réunion intersession portant sur la réforme du système de règlement des différends entre investisseurs et États. À cet effet, plus d'une centaine de pays, d'organisations gouvernementales et non gouvernementales sont invités les 25 et 26 septembre 2019 à Conakry. Le ministre de l'Énergie a fait une communication relative aux incidents survenus à Swapiti. Le ministre a commencé par rappeler que, depuis son lancement, le chantier de Swapiti est caractérisé par un problème de cohabitation entre les ouvriers guinéens et chinois. Le ministre souligne que cette situation fait l'objet de séances d'arbitrage et de réconciliation menées par le projet entre les deux parties. Le Conseil a déploré le manque de mobilité des unités de sécurité et a invité les ministres en charge de la défense et de la sécurité à prendre les mesures idoines afin de prévenir et de gérer ces types de situations. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres. Ajouter que les différents projets de loi amendés ont été adoptés par l'ensemble du Conseil des ministres. Si vous êtes un lecteur potentiel, je vous invite à présent d'acheter un livre que le professeur Alpha Condé vient d'offrir au peuple de Guinée, une certaine idée de la Guinée, et le titre de l'ouvrage dans lequel vous allez découvrir par ses entretiens avec le journaliste François Soudan de Jeune Afrique toutes les facettes du politique et de l'homme d'État qu'il est. Ce livre de 127 pages a été présenté aujourd'hui à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Abdul Karim Kamal. Quand l'homme affirme se souvenir de rien, c'est qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais Alpha Condé, lui, a bel et bien une idée de sa Guinée natale. Il le traduit dans cet ouvrage construit autour de cette idée. Le président écrivain, dans un entretien avec le journaliste François Soudan, retrace sa vie. De la décolonisation au pouvoir de Sékou Touré jusqu'à son avènement à la tête de la Guinée, en passant par le pluralisme, le parcours de l'homme se confond avec l'histoire contemporaine de son pays. Une saga dont le commencement est qualifié par l'auteur d'année ardente.
Les années ardentes, c'est les années d'espoir, les années de l'enfance et de la jeunesse, les années qui se situent grosso modo entre 1945 et le début des années 60, où la Guinée s'éveillait à l'envie d'indépendance, à l'envie de liberté, avec aussi le panafricanisme naissant, des grands exemples comme Thévo Géré, qui étaient tous résidents à Toulouse, qui ont été des mentors aux professeurs. C'est les années où l'homme, je crois, a commencé peu à peu à construire sa personnalité et à affirmer ses convictions. L'autre pan du livre est l'idée d'une franchise sans faille qui caractérise Alpha Condé au cours de ses années de combat politique. Ces années sont pour lui des années vécues sur des braises. Non, vous savez, dans un combat politique, et surtout dans le contexte où il a mené à l'époque où l'opposition était encore très difficile dans nos pays, parce qu'on était à une phase de démocratie naissante, comme aujourd'hui d'ailleurs. Dans ce contexte, mener un combat politique était un chemin parsemé d'embûches, de preuves et d'énormément de difficultés, notamment la plus difficile d'entre elles, qui est la prison qu'il a connue. Donc ce sont des années de doute, d'interrogation, d'incertitude, comme il en arrive souvent dans l'action politique et dans le combat militant. Donc ce sont ces années qui n'ont pas, à l'opposé des années fastes que constituent celles d'aujourd'hui, n'ont pas été faciles dans sa vie personnelle et dans l'action politique qu'il menait. Dans cette œuvre, l'on retient enfin son souffle quand arrivent les années d'espoir pour l'auteur. Là, l'homme est convaincu que le progrès est le véritable sens de développement dont il a toujours nourri l'ambition pour la Guinée. Les années d'espoir, c'est de voir enfin ce combat aboutir à son accession à la magistrature suprême. Et je pense que depuis cet avènement au pouvoir, le pays a connu une visibilité beaucoup plus importante à l'échelle internationale et beaucoup de nos attentes, nombreuses, ont été comblées. Aujourd'hui, nous sommes dans l'objectif de l'abondance électrique, de l'abondance alimentaire et la Guinée aspire à être un pays émergent. Il y a quelque temps encore, cette espérance, elle était là, mais on la voyait un peu en pointillé dans un avenir qui ne paraissait pas certain comme maintenant. C'est un ouvrage de 127 pages, paru depuis mars 2019 aux éditions Favre en Suisse. Avant ce livre, professeur Alpha Condé avait déjà écrit « Guinée, Albanie de l'Afrique et un Africain engagé ». Dans le reste de l'actualité, bientôt un guichet unique du commerce extérieur en Guinée, initiative du gouvernement à travers le ministère du Commerce. Objectif de ce nouveau concept, mobiliser et sécuriser les recettes internes pour faire face aux défis du moment. Amadou Touré. Dans le but de mobiliser plus de recettes internes, le gouvernement renforce les capacités des services de recettes publiques. Pour y parvenir, plusieurs initiatives sont envisagées, telles que la mise en place d'un guichet unique du commerce extérieur. Pour expliquer aux acteurs concernés les avantages de l'initiative, une rencontre d'exposition est organisée par le département du commerce en rapport avec la direction générale de la demande descriptive d'importation et d'exportation DDI. DDE. Le guichet unique du commerce extérieur est un dispositif, une plateforme unique de facilitation, de simplification des opérations du commerce. Et cet outil a été voulu par les autorités du gouvernement pour faciliter une meilleure intégration du commerce au niveau national, mais au niveau régional aussi et au niveau international. L'ambition des initiateurs est d'accroître les recettes internes à un moment où la mobilisation de l'aide extérieure devient de plus en plus contraignante. D'autres pays l'ont fait il y a 5 à 10 ans. Donc la Guinée est un peu en retard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Et nous voulons que Web Fontaine, le plus tôt que possible, puisse matérialiser ce projet dans l'intérêt du service du ministère du Commerce et de toute la Guinée. Web Fontaine, c'est l'entreprise qui a été retenue pour mettre en place un système électronique, informatique, et pour que les enregistrements se fassent en ligne. Par rapport à la demande d'expertise d'importation et d'exportation. Donc c'est ce que nous venons de voir. Mais l'intérêt de tout ça, c'est de sécuriser les recettes de l'État. Comme vous le savez, le gouvernement guinéen a un souci majeur aujourd'hui, c'est de renflouer les caisses de l'État, puisque on ne peut pas compter tout simplement sur
nos recettes minières. Ces initiatives de modernisation de l'administration publique ont apporté une valeur ajoutée au climat des affaires, ce qui a valu une nette amélioration du classement de la Guinée dans le Doing Business 2019. Toujours au ministère du Commerce, un nouvel outil d'évaluation des performances est en expérimentation. Il s'agit de la gare où la gestion axée sur les résultats. Pour cette première opération, ce sont les gares de l'agence guinéenne de promotion des exportations qui sont concernées. Elle a duré 3 jours. Le point avec Aboubakar Junior Kamara, Ousmane Kobelikita. Depuis un certain moment, des réformes sont engagées au sein du ministère du Commerce. Parmi elles figure en bonne place la gestion axée sur les résultats. Une dynamique que le Centre de commerce international est résolument engagé à accompagner. Cette première étape, c'est l'agence guinéenne de promotion des exportations qui a exprimé le besoin. Aujourd'hui, l'ITC concrétise une fois de plus son engagement à nos côtés en accompagnant l'AGIPEX et ses institutions partenaires dans la mise en place effective d'un système d'évaluation de la performance des services d'appui à l'exportation. La formation sur la gare fournira ainsi les outils nécessaires qui permettront aux cadres gestionnaires de l'AGIPEX et ceux de ses partenaires institutionnels de définir des indicateurs de performance crédibles et de développer un système interne cohérent de collecte et traitement des données permettant de mieux produire les résultats atteints. Définir des indicateurs de performance crédibles, développer un système interne de collecte et de traitement permettant d'atteindre des résultats, mais aussi communiquer et prendre des décisions pour innover sont entre autres défis qui comptent relever le Centre du commerce international. L'ITC a pris l'initiative d'accompagner l'AGIPEX dans sa dynamique de transformation pour mettre à sa disposition les outils nécessaires devant lui permettre de se doter d'un système approprié et pérenne de suivi et d'évaluation des résultats de ses interventions. Ce programme de renforcement des capacités des institutions d'appui au commerce et à l'investissement se veut être un instrument au service des structures d'appui à l'exportation. Une manière de booster les filières porteuses de croissance et améliorer la balance commerciale de la Guinée sur le marché mondial. La coopérative Dompilo de Silati, sous-préfecture de Kondiadou, dans la préfecture de Kissidougou, s'investit davantage dans l'agriculture pour combattre la pauvreté. Après avoir réalisé une plantation de palmiers à huile, cette association compte encore évoluer dans la culture du cacao. Samara Tono. Dans le village de Silati, sous-préfecture de Kondiadou, préfecture de Kissidougou, les appels pour le retour à la terre du président de la République, le professeur Alpha Condé, tombent dans de bonnes oreilles. Cette plantation de palmiers à huile est l'œuvre de la coopérative Dompilo de Silati. L'association est mise en place par un fils du terroir. Son ambition, combattre la pauvreté à travers l'agriculture. Le professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui gouverne la Guinée, nous apprend qu'il faut revenir vers vous pour vous rendre la monnaie. Alors les villageois m'ont compris, nous avons formé cette sorte de coopérative Dompilo et voilà l'activité que nous avons déjà faite, entreprise, pour laquelle je tends la main fraternelle aux opérateurs économiques de bonne volonté pour nous accorder une assistance. En plus de cette palmeraie, une pépinière de cacaoyers de plus de 1000 plants est en préparation aussi par la coopérative de Dompilo pour atteindre son objectif de développement. Nous sommes là dans une pépinière de cacaoyers juste pour prouver au professeur Alpha Condé que les leçons qu'il nous dispense au long des temps et par des actes, en nous comparant bien sûr au passé lointain et en prévision d'un avenir lointain, voilà encore une pépinière de 1350 pieds que je compte mettre à pied dans mon village. Pour améliorer ses conditions de vie, la communauté de Silati avait déjà réalisé une maison d'accouchement il y a de cela plus de 10 ans avant de bénéficier d'un forage de la part du gouvernement. Des groupements féminins évoluant dans la transformation agroalimentaire vont
prochainement bénéficier d'appui de la part du gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale. En toile de fond, lutter contre la pauvreté des femmes à Conakry. Les résultats des activités préliminaires ont été présentés aux acteurs impliqués dans la promotion des femmes. Mohamed de Camara. Ce programme du gouvernement cible les femmes évoluant dans la transformation agroalimentaire. Dans sa phase pilote, 17 groupements féminins et 6 centres d'autonomisation des femmes ont été présélectionnés en vue de choisir les mieux structurés. Cette dynamique couvre l'ensemble des femmes du pays. Pour partager les résultats des premières activités, le ministère de l'Action sociale initie cette rencontre de restitution pour mieux appréhender le contenu du programme. Nous avons pu identifier 6 coopératives que nous allons accompagner pendant 3 mois. Après, nous allons mettre à l'échelle les résultats obtenus et nous allons pouvoir mettre en évidence tout ce qui est produit de type agroalimentaire dans la chaîne de valeur de la commercialisation et la distribution au niveau national et au niveau régional et international. L'ambition des autorités à travers ce programme, appuyé par le PNUD, est de lutter contre la féminisation de la pauvreté. Sa mise en œuvre constitue une priorité du ministère de l'Action sociale. Nous savons tous que dans le domaine de la promotion et du développement durable, le rôle des femmes en termes de contribution à la production, à la commercialisation et aussi à la transformation des produits, toutes ces étapes-là nécessitent un accompagnement. Et c'est ayant compris ce dispositif que le PNUD s'est engagé à faire en sorte que, à travers les CAF, mais aussi les groupements féminins dans les milieux ruraux, nous puissions avoir une expertise pour aider ces femmes à monter des projets, monter des activités transformatrices et génératrices de revenus pour faire en sorte qu'elles puissent être autonomes. Il est opportun pour le gouvernement de réaffirmer sa volonté politique à traduire en actes concrets les nobles ambitions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ce programme qui est l'une des matérialisations de la politique du gouvernement à lutter efficacement contre la féminisation de la pauvreté et la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. Ce programme qui touche les préfectures de Boké, Kindia et Kankan s'inscrit dans la politique du gouvernement qui place les femmes au centre de sa stratégie de développement durable. Depuis ce mardi, la BAD a ouvert son bureau pays en Guinée. C'est le signe évident de l'intensification du niveau de coopération entre ce groupe et notre pays. Depuis 40 ans, cette institution de financement intervient dans plusieurs secteurs. Ces dernières années, les investissements sont devenus extrêmement importants dans l'énergie et l'agriculture. En ce moment, la BAD est le principal bailleur de fonds du PNDS. Retour sur un partenariat exemplaire depuis 2011. Avec Maïmouna Bella Diallo. Depuis 2011, les projets financés par la BAD se sont accrus dans le pays. Les investissements sont passés de 180 millions de dollars à 562 millions ces 5 dernières années. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement est la chef de file des bailleurs de fonds du PNDS. Un outil de développement du pays qui rassure les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Je pense qu'au niveau de la gestion macroéconomique, le pays se pose très bien. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été annoncés sur la diversification de l'économie. Et comme vous le savez, la Banque africaine de développement soutient et accompagne le pays dans la mise en œuvre de la plan national de développement économique et social, qui est quelque chose de très important. Et je pense que je salue l'effort de son Excellence le Président sur l'effort sur l'engagement de la secteur privé. Depuis lundi, le président de la BAD séjourne en Guinée pour la 2e fois. Dr Akiwumi Adesina concrétise la confiance de son institution aux autorités guinéennes par la réouverture à Conakry d'un bureau. Une étape cruciale de coopération entre la Guinée et la BAD. Cela va avoir un impact non seulement sur le niveau d'engagement de la Guinée et de la BAD vis-à-vis de la Guinée, cela va avoir aussi un impact sur le niveau de décaissement. Alors maintenant, la Guinée, les différentes contraintes auxquelles les projets sont confrontés, que l'on peut régler sur place,
sans passer par Abidjan, sont directement réglés sur place. Alors, la représentation de la BAD en Guinée et le ministère du Plan, nous sommes en contact permanent. Aujourd'hui, la BAD est présente dans le financement de plusieurs projets de développement intégrés dans le pays, notamment dans l'agro-industrie, les transports, l'énergie et le social. L'institution bancaire africaine projette également d'appuyer la Guinée dans d'autres projets comme le projet de construction du barrage hydroélectrique sous-régional de Fomi en Haute-Guinée. La Guinée et le Maroc entretiennent des relations de constance exemplaires, une coopération vieille et solide que le roi Mohamed VI et le professeur Alpha Condé se sont engagés à consolider. Le patron de la diplomatie guinéenne en séjournant à Rabat sur invitation de son homologue. L'objectif pour les deux diplomates est d'harmoniser les mécanismes de suivi des accords, mais aussi adopter des positions consensuelles sur des sujets de préoccupation continentale. C'est un récit de Valérie Talimané. Le Maroc et la Guinée veulent doper leurs relations. Ici à Rabat, plusieurs accords et conventions liant les deux pays sont passés en revue. Bonne nouvelle, dans le domaine de la formation académique et professionnelle par exemple, l'offre de bourse passe de 100 à 150 étudiants guinéens par an. Des dizaines de stagiaires guinéens vont rejoindre progressivement l'Académie marocaine des études diplomatiques. L'enjeu est aujourd'hui bien établi. Je pense que notre relation est riche dans son cadre juridique. On a beaucoup d'accords. Elle est riche également dans ses mécanismes. Il nous appartient maintenant d'optimiser ces mécanismes. La concertation politique et diplomatique devrait être plus régulière, plus décentralisée, et touchant de différentes questions. Le Maroc et la Guinée sont des partenaires très proches qui doivent coordonner leur position sur toutes les questions continentales, régionales ou internationales. Sur le plan continental, la question de l'initiative marocaine d'autonomie est abordée par les deux diplomates. La Guinée reste constante sur sa position. Nous avons aussi profiter de cette mission pour réitérer la position guinéenne, l'engagement de la Guinée auprès du Maroc et pour soutenir les positions et les initiatives marocaines sur l'échiquier international et plus particulièrement sur cette question de Sahara où la Guinée a clairement défini sa position en faveur de l'initiative de l'autonomie qui est d'ailleurs la seule solution que le Conseil de sécurité a retenue. Donc nous allons continuer à travailler sur cette question, que ce soit aux Nations Unies ou à l'Union africaine. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine sous la présidence du professeur Alpha Condé a largement été abordé ici à Rabat. Le Maroc qui s'engage à assurer la formation des agents du protocole côté guinéen. L'opération est pilotée par l'Agence marocaine de coopération internationale. A noter que le ministre des Affaires étrangères des Guinéens de l'étranger a rencontré aussi le président de la Chambre des représentants, le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. L'idée de trouver les meilleures approches pour permettre à la diplomatie guinéenne de gagner le pari de l'émergence. Dans l'actualité également, le chef de gouvernement à la rencontre des responsables du programme Wouri, une nouvelle plateforme d'identification de la population. Les acteurs sont venus expliquer à Dr Kassouri Fofana l'importance de la mise en place d'une nouvelle base de données fiable et sécurisée. Ce programme bénéficie du financement de la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura, Ousmane Souma, Ousmane Kobelekita. Après le lancement officiel du programme Wouri le 26 juin dernier, les acteurs impliqués dans le processus d'identification des populations sont venus échanger avec le Premier ministre. L'objectif vise à mettre en place une base de données fiable et sécurisée des populations. Ces procédures particulièrement vont porter sur un ensemble de procédures qui sont les procédures d'exécution du projet, les procédures d'administration, de passation de marché et les procédures financières, y compris les procédures de suivi et évaluation.
Ce programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion s'étend de 2018 à 2024, financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars américains. À l'horizon 2024, on devrait couvrir 80% des résidents en Guinée. Quand je dis ici résidents, c'est les Guinéens, mais également les étrangers qui vivent en Guinée, mais aussi les Guinéens de l'étranger qui sont dans la cible de ce projet. Il est important que ce programme soit mis en œuvre et qu'il soit aussi coordonné avec l'ensemble des initiatives qui sont entreprises par le gouvernement, comme l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, mais on a aussi d'autres initiatives au sein des départements sectoriels. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont les deux pays pilotes de ce programme. La vision du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, est d'accélérer le processus en vue de maîtriser vite le nombre de la population en Guinée disposant d'une pièce d'identification facilitant l'accès aux services. Direction l'Abbé avec les échos de cette journée porte ouverte sur les chimpanzés, leur vie et comportement, mais surtout les menaces qui pèsent sur eux. Organisé par la Fondation pour les chimpanzés sauvages, il a été aussi question de partager les avancées du projet de création du plus grand parc de ces primates de la sous-région. Les images de Saraf Dundialo sont commentées par Mamadou Alpha Baldé. Chaque année, l'homme repousse encore plus loin les forêts. Le phénomène impacte dangereusement la survie des primates, déjà sur la liste des espèces en voie de disparition. Avec la destruction de leur habitat naturel, ces chimpanzés s'exposent à de nombreux risques, dont le braconnage. Je viens de découvrir WCF 501. Deuxièmement, j'ai compris vraiment quelle est leur zone d'action, quelles sont les zones qu'ils couvrent. Troisièmement, comment ils fonctionnent. C'est très intéressant comment ils fonctionnent. Et puis, j'ai compris que franchement, il y a des pôles, ou autrement dit, il y a des responsabilités bien réparties pour vraiment couvrir et protéger très bien les chimpanzés. Commémorer la journée des chimpanzés, c'est vraiment une joie pour moi et pour toute la fondation d'ailleurs. Donc c'est vraiment une grande journée. À l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée, la Fondation pour les chimpanzés sauvages, la WCF, organise une journée porte ouverte à l'Abbé. Des débats ponctués de questions-réponses sont organisés entre spécialistes et populations. Le but est d'amener les citoyens à mieux comprendre les chimpanzés et renforcer la sympathie envers eux. À travers le monde, il y a cette espèce de chimpanzé que beaucoup de nous aujourd'hui connaissent, mais de nom, mais pas de vue, mais qu'elle existe et qu'elle a un statut de protection au niveau mondial. Et elle est commémorée et célébrée un peu partout dans le monde, mais c'est une journée qui intéresse beaucoup plus des pays comme la Guinée, qui dispose aujourd'hui d'une très grande population et qui fait partie même des pays qui disposent le plus grand nombre de chimpanzés à travers le monde. Avec plus de 5000 primates sur son sol, la Guinée abrite la plus importante population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, des efforts sont fournis par le gouvernement et la WCF pour créer et viabiliser le parc du Moembafing, qui sera le plus grand parc de chimpanzés en Afrique occidentale. Le processus UTIE se poursuit dans notre pays. Lancé en 2005, l'UTIE œuvre pour que les richesses minières profitent pleinement aux communautés locales. Des consultations viennent de démarrer sur le terrain pour tenter d'évaluer l'impact de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Quels sont les premiers enseignements à tirer? Les explications avec Mamadou Alpha Baldé. C'est l'une des plus grandes fiertés du secteur minier guinéen, sa conformité aux normes ITIE. Démarré en 2005, le pays n'a pu atteindre un niveau de transparence satisfaisant qu'en 2014. Aujourd'hui, ce statut permet au pays de présenter son secteur extractif comme l'un des plus transparents au monde. Chaque année, les flux financiers entre l'État, les sociétés et les communautés sont communiqués au public. Près de 15 ans après, le gouvernement et son partenaire de la GIZ engagent un consultant international pour évaluer le processus et mesurer son impact.
en fait, il y avait, si je regarde, disons 15 ans en arrière, il y avait beaucoup qui était fait, ça c'est sûr, il y avait beaucoup de progrès, même si la Guinée avait pas mal de problèmes pendant les derniers 5-6 ans. Mais je crois que le fait que la Guinée fait toujours partie du processus, ça c'est quelque chose vraiment qui est une réussite. Ça c'est une réussite. Et en même temps, il y a pas mal de choses à faire. Le processus en général, c'était créé il y a à peu près 20 ans pour voir comment un pays peut utiliser ces ressources naturelles pour le bénéfice du pays, de la population. L'enquête est à sa première phase. Ces conclusions permettront au comité de pilotage d'améliorer la transparence dans l'intérêt de tous. Déjà un sondage d'opinion, il ressort qu'il y a effectivement beaucoup de progrès et qu'il y a une faiblesse au niveau de la communication, qu'il y a encore des défis à relever, surtout dans la perspective de la nouvelle norme 2019. Il nous recommande d'être très attentifs et de valoriser les acquis et surtout de ne pas avoir peur de présenter nos résultats. La transparence ne peut que profiter à l'amélioration de la gouvernance, d'abord par rapport à ceux qui gèrent, qui vont en avoir les dividendes et surtout pour les populations. Récemment, la Guinée a participé à une rencontre internationale des pays membres de l'ITIE. La délégation du Conakry est largement revenue sur les avancées du pays et les succès enregistrés ces dernières années. Enfin, la mission de CDC Atlanta vient de séjourner à Conakry. Elle était venue s'enquérir du fonctionnement des services ayant bénéficié de financement de son institution pendant et après la maladie à virus Ebola en Guinée. Les acquis de ces financements et les perspectives de la coopération entre CDC et la Guinée ont été aussi abordés avec les acteurs du système sanitaire. Explication Hadia Toubari. C'est une mission de la direction du Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. À sa tête, les directrices de la santé de CDC et des membres de la fondation. Avec les autorités sanitaires, la mission échange sur les acquis des nombreux financements de CDC en Guinée depuis le début de l'épidémie de la maladie à virus Ebola jusqu'à nos jours. La fondation CDC avait offert beaucoup de fonds, beaucoup d'aides pendant Ebola pour par exemple rénover l'immeuble PITA, rénover des centres d'opération d'urgence dans les communes. Donc on voulait voir qu'est-ce qui reste de ces efforts qui durent depuis plusieurs années. Est-ce que les choses se sont améliorées? Et on est vraiment impressionné par les changements qui se sont produits avec la surveillance. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'Institut national de santé publique et la direction communale de la santé de Ratoma sont les principaux services bénéficiaires directs de l'appui financier de CDC Atlanta. Dans ces différentes directions, les résultats obtenus grâce au fonctionnement des centres d'opération d'urgence, la mise à disposition de la logistique moderne pour le laboratoire, ainsi que la formation des agents de santé sont présentés à la mission. Actuellement, l'outil DHIF2 qui a été vulgarisé dans le pays est l'un des outils les plus performants qui nous permettent d'avoir les informations du district en temps réel, qui nous permet de prendre les décisions quand cela s'impose. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce que nous leur avons dit. Et nous avons aussi demandé de poursuivre l'appui parce qu'il y a quand même des défis que nous devons relever. Tout ceci témoigne une fois de plus l'attachement du peuple américain à la mise en œuvre de la stratégie de santé mondiale à travers Global Health Security Agency. Avec l'apport de CDC Atlanta dans la relance du système de santé post-Ebola, la pérennisation des interventions est l'une des priorités du ministère de la Santé. De quoi favoriser de nouveaux financements pour poursuivre le processus de formation en épidémiologie de terrain. C'était tout pour cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. À bientôt, Inch'Allah.